Allez, on embraye avec la première question, si vous le voulez bien, messieurs. On va commencer donc par l'ordre alphabétique. Juste nous dresser un portrait de vos communes. Je dis communes parce qu'il y a des villes et il y a un village aussi. Donc, un portrait de vos communes. Qu'est-ce qui se passe? Combien d'habitants? Où vous en êtes en termes de démographie, de développement économique? Et on abordera dans un deuxième temps quels sont vos projets en matière de développement. Donc, on commence avec vous, Frédéric Aguilera, maire de Vichy. C'est quoi Vichy aujourd'hui? Déjà, Vichy, c'est 2000 ans d'histoire. Hein, c'est pas simplement quelques années. 2000 ans d'histoire, une ville d'eau qui s'est construite autour du thermalisme, une ville historique sur le plan de son patrimoine. C'est une ville, c'est important pour la suite des discussions, c'est une ville qui est petite en termes de surface et qui est dense, puisqu'il y a essentiellement du collectif, c'est 500 hectares qui sont entièrement urbanisés. C'est 25 000 habitants dans une agglomération qui en comporte 85 000. C'est, si on prend le taux SRU, c'est environ 16%. C'est une ville... Alors, taux SRU, c'est-à-dire 16% de logements sociaux. 16% de logements sociaux. Alors qu'il en faut 20. Exactement. Voilà. C'est une ville où donc l'essentiel de sa surface est en SPR, patrimoine protégé, et puis en cours de classement UNESCO. Donc toutes ces problématiques additionnées. C'est une dynamique économique qui est encore assez faible, une dynamique démographique qui repart un petit peu, mais après des dizaines d'années, comme beaucoup de villes du Massif central qui ont beaucoup souffert de l'exode. Donc toutes ces problématiques-là à gérer, et avec des difficultés effectivement pour attirer aussi évidemment des investisseurs. Avec le niveau du logement social, on parlait des 16%, mais malgré tout un taux de vacances important dans le logement social. Avec au niveau du logement libre, l'un des taux de vacances les plus importants de France, voire le plus important de France pour certains. Combien? Oui, c'est combien? On est entre 15 et 16%. C'est beaucoup. Ouais. Et malgré tout, donc logement vacant important dans le parc social, logement vacant important dans le marché libre. Eh bien, si on veut atteindre les 20%, il faut qu'on construise encore 600 logements. Donc pour mettre qui? Ou faire des enfants? Aussi. Donc c'est toute une difficulté effectivement de savoir comment on reconstruit aussi la ville sur la ville, hein, puisqu'il s'agit de ça, c'est-à-dire pas augmenter le stock de logements, mais bien effectivement arriver à transformer en profondeur, voire effectivement aussi arriver à conventionner du logement existant. Donc c'est toutes ces problématiques-là. Et puis donc une ville qui est cœur de ville, dispositif cœur de ville, depuis quelques mois, bien sûr. Donc voilà en gros, très rapidement, brosser le tableau. Et l'organisation territoriale, comment c'est structuré? Donc on est en communauté d'agglomération. Donc la communauté d'agglomération, c'est 85 000 habitants. On est sur un pôle métropolitain, un syndicat de pôle métropolitain avec Clermont-Ferrand, puisqu'on est à une 50aine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Donc voilà, et avec une population, puisqu'on est la 3e ville démographiquement, on est la 3e ville de France en population proportionnellement la plus âgée. Donc là aussi, avec les problématiques du vieillissement de la population dans le logement, dans l'habitat, qui n'est évidemment pas neutre, surtout quand j'évoquais tout à l'heure en premier point l'aspect qu'on est dans une ville patrimoniale. Donc qui dit ville patrimoniale dit du bâti ancien. Donc les problématiques d'ascenseurs et choses comme ça, quand on a une population extrêmement vieillissante. Donc moi j'ai tendance à dire qu'on est un peu la ville du futur, puisque de toute façon toutes les villes et l'Occident vieillit fortement, donc on doit inventer aussi des recettes pour correctement loger nos seniors, nos personnes âgées, inventer dans ces villes-là un cadre de vie confortable pour les seniors. C'est en ça que je dis qu'on est souvent une ville du futur en ayant tous ces seniors. Tous ces enjeux à délivrer. Juste, c'est votre premier mandat? Alors, comme maire, oui. Mais précédemment élu à l'urbanisme, au logement. Donc, voilà. D'accord. Et juste en 2 mots, c'était quoi la synthèse de votre programme quand vous avez remporté la mairie? Sur quelle il y avait une dimension forte sur la dynamisation du centre-ville, justement, et les problématiques du centre-ville, et en particulier sur de la reconquête de l'habitat. Donc ça faisait partie. C'était un des axes majeurs de la campagne. Des problématiques, oui.
Ok. Tout à fait. Et un dernier mot sur l'organisation. Il y a un PLU, il y a un PLUI. Comment c'est ça? Alors là, ça aussi. Alors là, vous allez peut-être Dans le une des détail, spécificités. On a, les gens ici. on a fusionné, donc dans le cadre de la loi NOTRe, on a fusionné 2 intercos, une interco beaucoup plus rurale, une interco de montagne, et puis l'interco ex-communauté d'agglomération. Où dans l'ex-communauté d'agglomération, c'est des PLU, donc, puisque les PLUI n'avaient pas été souhaités, et dans la partie rurale, un PLUI en cours au moment de la fusion. Ce qui fait qu'on a sur notre territoire des PLU et un PLUI. On a les 2 régimes qui coexistent pour l'instant, sachant que même si on n'a pas souhaité de PLUI sur la partie ex-agglomération, le pilotage se fait par l'agglomération et on a révisé l'ensemble des PLU de manière coordonnée sur l'ensemble du territoire. D'accord. Guy Cluat, même punition, même peine. Votre village de 537 habitants, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour, monsieur le ministre. Donc, ouais, 537 habitants dans le village de Lot-et-Garonne, bordure de Garonne, qui est impacté par surtout ce magnifique fleuve qu'est la Garonne, qui amène des richesses et puis aussi des pénalisations en termes d'aménagement et de constructibilité. Donc, moi, c'est mon 2e mandat. Dans mon 1er mandat, je l'ai passé à essayer de trouver des solutions de constructibilité par rapport à l'ancienneté de ce village, qui était un village de cordier, avec la culture du chanvre dès le XVIIe, XVIIIe siècle, et qui permettait finalement à tous les bateaux de naviguer sur Garonne. Et puis, voilà, les petits métiers s'étaient organisés autour de ce village, et les constructions s'étaient également organisées autour de ce village, avec la sécurité des populations à l'étage, et le bas des maisons était finalement considéré comme des garages. Donc ça a vécu pendant 200, 300 ans, ça vit encore aujourd'hui. Le problème que nous avons, c'est effectivement les contraintes des normes, des PPRI, l'inconstructibilité à 98%. Et donc, je profite, monsieur le ministre, que vous soyez là, parce que j'ai travaillé pendant un mandat sur une expérimentation pour construire en zone inondable. Donc, les réformes diverses et variées, les prises de compétences par l'intercommunalité ont fait que, lorsque j'ai commencé ce combat en 2008, nous avons obtenu un CU de 24 constructions, sachant que tous les bâtiments publics se retrouvent au niveau de l'école, de la mairie, du village. Les règles de constructibilité avec la loi, le changement de PPRI ont fait prendre en compte... PPRI, peut-être on peut expliquer pour les profanes. Plan de risque des inondations, prévention des inondations. Ce plan ce PPRI, finalement, a impacté notre commune en 1930 avec, dans la plaine de la Garonne, on peut dire 1,50 m d'eau. Et donc, les référents de l'État, les hauts fonctionnaires de l'État ont souhaité qu'on prenne comme référence 1875. Donc, on n'était plus à 1,50, on est à 1,70. Ces 20 cm ont impacté le fait qu'on est considéré comme un village non constructible, alors que nous sommes un village dynamique, engagé en termes de qualité environnementale, avec un actif qui finalement m'a permis de passer de 498 habitants à 537. En combien d'années? En un mandat, voilà, en 6 ans. Et c'est quoi votre secret là-dessus? Le secret, c'est de remobiliser les partenaires, qu'ils soient privés ou publics, travailler avec des agences comme Siliopé, voilà, pour essayer de redynamiser aussi de la vie dans le cœur du village. Et donc les contraintes aujourd'hui de l'État font que moi j'ai de la demande, j'ai tous les jours de la demande pour construire, j'ai 0 mètre carré de constructibilité possible. Ce qu'il y a de plus grave, c'est que mes prédécesseurs avaient engagé un plan de récupération de terrains ouvriers, puisque chaque maison est équipée derrière d'un terrain. Donc ils ont mis 25 ans pour acquérir 1 hectare de terrain avec finalement l'objectif de pouvoir construire une vingtaine de maisons. Donc lorsque tout ça a été acheté et prêt à être réalisé, les transformations des normes du PPRI, l'obligation de transférer la compétence aménagement à l'intercommunalité choisie ou imposée, comme on le veut, a fait que les services de l'État n'ont pas souhaité renouveler ce permis, CCU,
Et donc aujourd'hui, j'ai 1 hectare qui a coûté à la commune 120 000 € et qui ne sert à rien. Donc ce que je vous demande, Monsieur le ministre, si c'est dans votre pouvoir, je le pense, que vous pourriez peut-être déroger à des règles de constructibilité, au moins à titre d'expérimentation. Et ça permettrait peut-être de renvoyer à l'État des possibilités et des aménagements suivant les territoires. Alors, on peut parler du principe de parapluie, mais je vous dis, je vois que chacun reçoit un petit peu le ton, mais moi, quand j'ai la responsabilité de 537 habitants, que j'ai 537 habitants à sécuriser ou 550, pour moi, c'est la même chose. Alors peut-être on posera la question, monsieur le ministre. On posera la question tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Là, c'était premier tour de table pour savoir d'où vous parlez, si je puis utiliser cette expression extrêmement connotée. Patrick Jarry, maire de Nanterre, conseiller départemental des Hauts-de-Seine. Nanterre, en 5 minutes. C'est une toute petite ville. D'abord dans l'histoire, donc comme à l'inverse de ce que vous pensez peut-être, Nanterre n'est pas une ville nouvelle. Nanterre, c'est une ville qui a plus de 2000 ans d'histoire. Et c'était probablement la capitale des parisis au temps des Gaulois. Et c'est une ville dont le nom signifie lieu sacré, et c'est un lieu sacré. Au plan de la géographie, et dans mon propos, je ferai sans cesse le mouvement entre les deux, c'est une des villes importantes de la métropole de Paris, pas seulement de la métropole du Grand Paris dans les frontières administratives données, mais dans cet espace métropolitain extrêmement important. Et forcément, quand on regarde les politiques de logement, on ne peut pas le faire sans se projeter sur ce qui se passe à l'échelle de cette métropole. Donc d'entrée de jeu, je dis 2-3 choses, puisqu'on est à la veille d'élections municipales. Donc dans cette métropole de Paris, à aujourd'hui, donc, il y a plusieurs milliers de gens qui dorment dehors, avec parfois des campements sur l'espace public qui sont en permanence évacués par les forces de l'ordre. C'est plusieurs centaines d'ailleurs qui, à titre symbolique, dorment dans les sous-sols de la Défense tous les soirs. C'est une métropole dans laquelle on est passé de 390 000 demandeurs de logements sociaux en 2010. On en est aujourd'hui à 718 000, donc dedans. Évidemment, ce chiffre n'a de sens que si on le rapproche du nombre de logements sociaux qui se libèrent chaque année. Il se libère 80 000 logements sociaux chaque année, 718 000 demandeurs. Donc on peut réellement parler de crise du logement. Une pénurie. Et je pense même d'ailleurs que ce sera un des sujets de cette élection municipale, puisque à côté de ça, évidemment, le prix, la spéculation immobilière et foncière n'a jamais été aussi importante. On a, je crois, symboliquement passé le 10 000 € du mètre carré à Paris il y a quelques heures et quelques jours. Et puis l'Institut, pour finir le tableau, l'Institut d'aménagement de la région Île-de-France a rendu publique une étude un peu avant l'été qui montre que les inégalités territoriales n'ont jamais été aussi grandes, et alors qu'on pouvait penser que dans les 10 dernières années, elles s'étaient réduites, elles se sont aggravées. Les villes de l'entre-soi sont plus encore des villes de l'entre-soi. Les villes accueillant les populations pauvres accueillent encore un peu plus les populations pauvres. Et puis, il y a quelques exceptions de villes qui sont dans des situations de mixité ou dont les mixités ont progressé ces dernières années. Nanterre fait, avec sans doute Saint-Ouen, Montreuil, partie de ces villes qui ont changé, peut-être on reviendra, ou qui sont en train de changer, changement que nous assumons. Alors, à côté de... J'en rajoute un dernier, parce que comme vous demandez un peu dans quelle entité on est, les 131 maires de la métropole du Grand Paris n'ont pas été capables d'adopter un plan métropolitain de l'habitat avant l'été. J'en sais quelque chose puisque je suis aussi le président de la commission d'aménagement de la métropole du Grand Paris, dans une responsabilité conjointe entre l'État
et un certain nombre de maires. Voilà. Alors, à côté de ça, la ville de Nanterre, elle est, elle, extrêmement dynamique. Il y a à Nanterre plus d'emplois que d'habitants. Je pense que nous allons dépasser bientôt les 100 000 emplois à Nanterre. Tout le monde me dit « Ah oui, c'est la Défense ». Non, Nanterre était évidemment dans le périmètre du grand quartier de la Défense. Elle n'est pas dans le quartier d'affaires de la Défense. Elle y est pour 3 hectares et pour 2 tours de la Société Générale. Alors pour mon voisin, c'est beaucoup, mais à l'échelle de 100 000 emplois, non, ce n'est pas beaucoup. Non, il y a 100 000 emplois sur Nanterre. Il va y en avoir encore un peu plus, puisque Vinci est en train de construire son siège monde à Nanterre sur 100 000 mètres carrés, et que l'entreprise Technip, qui vient de se scinder avec les Américains, est en train également d'installer le sien. Donc beaucoup d'emplois, ville universitaire, Nanterre, donc c'est celle de l'université de Nanterre, chère à notre ami Michel Mouillard, mais c'est une ville dont, y compris, je crois, elle va être bientôt, avec l'arrivée de nouvelles écoles d'ingénieurs, de cadres à Nanterre, qui sont en cours d'installation, on sera sans doute l'une des villes où le nombre d'étudiants supérieurs par habitant sera parmi les plus élevés en France. Voilà, c'est une ville qui a connu une grande transformation, parce qu'elle est passée d'une ville ouvrière, comme on les appelait dans les années d'après-guerre, jusqu'au milieu des années 80. C'était une ville ouvrière, une ville industrielle. Il y avait 40 000 emplois dans l'industrie automobile à Nanterre dans les années 80, et puis tout s'est effondré en quelques années, puisque l'industrie automobile a quasiment disparu en 5 ans. Phénomène d'ailleurs assez totalement sous-estimé par les commentateurs sur le fait que la désindustrialisation de la région parisienne, notamment du nord du département des Hauts-de-Seine et du sud du département de la Seine-Saint-Denis, a été plus brusque et plus important que la totalité des fermetures des mines et de la sidérurgie dans le même moment en France. On s'interroge pourquoi des fois la crise de la banlieue, notamment dans ces secteurs de l'Est ou du sud de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, mais on a oublié ce phénomène de bouleversant qui va bouleverser des villes comme Nanterre, comme Bobigny, comme Sevran, comme La Courneuve, Saint-Ouen et autres. Alors évidemment, la ville, elle a su réagir. Les maires qui m'ont précédé ont su réagir, avec évidemment des chances que n'avaient pas forcément nos amis de Sevran ou de Stein, étant évidemment à côté du pôle de la Défense. Évidemment, la ville s'est déployée. Alors forcément, il faut de l'initiative, puisque si on ne crée pas de ZAC, on ne crée pas de conditions d'installation des entreprises. Même si les grands groupes, ils ont tendance à venir tout seuls nous voir, mais ils viennent voir parce qu'ils savent qu'il y a de la capacité de s'installer. Donc voilà, en quelques mots. Et puis une ville en même temps qui a beaucoup d'équipements culturels, évidemment, sportifs, qui fait donc que quand Bertrand Delanoë est arrivé à la mairie de Paris, qu'il a fait la comparaison entre le nombre de places de crèche qu'il pouvait y avoir à Paris par habitant et le nombre de places de crèche qu'il y avait dans la plupart des villes de banlieue, il y avait plus de places de crèches dans les villes de banlieue autour de Paris qu'à Paris lorsqu'il est arrivé comme maire. C'est pour ça qu'il en a fait une dans les appartements. Le niveau d'équipement. Merci Patrick Jarry. Et Boris Ravignon, on part avec vous à Charleville-Mézières. Je crois que c'est votre premier mandat aussi. C'est un contexte complètement différent, avec un territoire qui perd et qui est un peu en déprise. C'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, en comparaison de Vichy et de Nanterre, Charleville-Mézières, c'est une gamine. Oui. C'est probablement une des premières communes nouvelles de France, puisque c'est la réunion en 1966 de 5 communes au bord de la Meuse, grand fleuve européen, et notamment de Charleville et de Mézières, qui étaient les 2 communes principales. Mais Mézières, c'est une ville du Moyen-Âge, c'était la place forte du royaume de France sur cette frontière qui était la Meuse. Et puis Charleville, c'est une ville nouvelle du XVIIe siècle, rêvée par un prince, Charles de Gonzague, qui donc lui donne ce patrimoine, cette architecture. Peut-être, Monsieur le Ministre, vous avez pu admirer lorsque vous êtes venu faire le Conseil des ministres décentralisé au mois de novembre de l'année dernière, mais ce jour-là, le temps se prêtait guère à la visite, hélas. Hélas. Au mois de novembre, c'est rare, il fait généralement très beau. C'est vrai, c'est rare. Mais cette année-là, on n'a pas eu de chance. Alors Charleville-Mézières est en communauté d'agglomération avec 57 autres communes, dont la commune de Sedan,
qui est l'autre commune importante de l'agglomération. Et donc ça fait une agglo de 130 000 habitants, dont je suis également le président, comme vous l'avez indiqué. Alors c'est effectivement un territoire qui, au cours des 4 dernières décennies, vient de vivre une descente aux enfers. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois les pertes d'emplois, mais malheureusement pas les recréations du concurrence dans le domaine du tertiaire principalement. Grosso modo, Charleville-Mézières est passé de 63 000 habitants en 1975 à aujourd'hui 48 000. Ça fait quand même une baisse assez considérable. Et pour l'agglomération, là on a les chiffres que sur l'agglomération, mais sur ces 4 dernières décennies, c'est 12 000 emplois industriels perdus en 40 ans et 8 000 emplois recréés dans le tertiaire et le commerce. Mais voilà, sans qu'on soit tous très forts en calcul, moins 12 000 oui, plus 8 000, ça laisse un solde assez négatif. Et donc c'est ça qui alimente principalement la baisse démographique. Pas seulement, parce que dans le cas de la ville, il y a aussi le phénomène de périurbanisation. Grosso modo, les 2 tiers de ce qu'on a perdu, c'est effectivement l'évolution économique, et puis un tiers, c'est le phénomène de périurbanisation. On a des habitants de Charleville-Mézières qui sont allés s'installer tout autour et qui ont redynamisé la couronne périurbaine, phénomène qu'on connaît dans la plupart des territoires. Alors les conséquences de cette évolution extrêmement brutale et qui n'est pas complètement compensée, on est un territoire en transition sur le plan économique. On est en train effectivement travailler sur le tourisme, sur le développement de relais en matière justement d'emploi tertiaire, mais c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus difficile à initier que, hélas, ne le sont les pertes d'emplois industriels et tout simplement même les gains de productivité qui se font dans l'industrie de manière continue et qui réduisent, même si les entreprises ne ferment pas, les effectifs qu'elles emploient. Alors, les conséquences, ce sont des ratios et des indicateurs sociaux qui sont assez difficiles. Le revenu médian, il est d'un peu entre 20 et 21 000 euros. En France, il n'est qu'à peine 17 000 à Charleville-Mézières et le taux de pauvreté y est de 28%, 32% pour la commune de Sedan qui a hélas le triste record de l'agglomération juste à côté de nous. Alors le logement a fait l'objet d'investissements extrêmement importants. On ne peut pas de ce point de vue considérer qu'on a été abandonné par l'État, bien au contraire. De 2005 à 2018, on a une opération, je crois, assez exemplaire de rénovation urbaine qui s'est déroulée sur la ville de Charleville-Mézières. 225 millions d'euros de travaux tout de même sur 3 quartiers. C'est quand même assez considérable, dont grosso modo un quart de subventions en rue. Le reste, c'est les bailleurs, les collectivités, le département, ce qui est assez rare, et la ville, à hauteur d'une vingtaine de millions d'euros pour essentiellement les aménagements et les voiries. Malgré tout, on a un parc qui souffre d'une vacance extrêmement importante, de 12% de vacances, c'est pas rien, et c'est à peine plus faible dans le parc social et à peine plus élevé dans le reste du parc privé. Et puis on a aujourd'hui beaucoup de choses en route. On n'a pas de PLUI, pour répondre à la question que nous posez tous. Il y avait sur le territoire de l'agglomération certaines communes qui ne voulaient pas aller dans cette démarche. On n'a pas souhaité leur forcer la main. On aurait peut-être pu le faire. Et ils n'avaient peut-être pas les moyens de constituer la minorité de blocage, mais on a préféré avoir une décision plus consensuelle de report et de préparer de manière un peu plus active justement un plan local de l'urbanisme, de l'habitat, programme local de l'habitat. Donc on a un PLH qui est en chantier, comme on a aussi un SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui est en chantier, comme on a également un site patrimonial remarquable en voie d'achèvement, et comme on a aussi une opération programmée d'amélioration de l'habitat dans le cadre d'Action Cœur de Ville sur une partie du centre-ville. Et pour mon collègue des bords de Garonne, on est, nous, en révision du PPRI, puisque notre plan de prévention des risques d'inondation sur la Meuse a 20 ans, et qu'on est en train de le réviser justement pour permettre que dans les zones, alors où pas d'aléa maximale, mais le PPRI, on parle de zone bleue, zone rouge, aléa maximale, plus d'1 mètre d'eau en général, parfois plus encore. Et là, dans zone bleue, en revanche, nous, on est en train de travailler d'une manière assez intelligente, je crois, avec l'État et le ministère, pour que les prescriptions d'urbanisme soient simplement adaptées, qu'elles n'interdisent pas la construction, y compris la construction d'habitat, mais pour avoir par exemple de l'habitat dont le rez-de-chaussée est constitué par exemple d'espaces de stationnement qui laisseraient passer l'eau et qui permettent aussi de construire au-dessus, et donc y compris dans des zones. Et vous avez compris, comme on a des industries qui ferment, on a aussi des friches industrielles, et donc de pouvoir reconstruire la ville sur la ville, y compris dans des zones qui sont des zones inondables, avec du logement
Ce qui, vu l'évolution démographique qui est la nôtre, est plus qu'indispensable. Voilà. Quelques mots justement sur le logement, les niveaux moyens de prix à l'accession, et puis les niveaux de loyer, c'est quoi moyen? Alors sur les niveaux de loyer, je vais vous dire des bêtises. Sur le niveau moyen de prix, le prix au mètre carré dans l'ancien, on doit être à 1100, 1200 euros du mètre carré, et je pense qu'on est à un niveau un peu plus élevé dans le neuf. On l'évoquait ça tout à l'heure avec le professeur Mouillard, mais probablement pas beaucoup plus que 1700 dans du très beau standing. Il n'y a pas de marche. Comme on a eu l'occasion d'en faire, si je peux me permettre de le dire dès à présent, grâce au fait qu'on s'est battu pour être labellisé B2 pendant, malheureusement, ça n'a duré qu'un an et demi, mais ça a permis de déclencher quelques opérations d'investissement locatif très bienvenues. Au total, une petite centaine de logements. Ça venait compléter l'offre de logements. Il nous manquait, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu de promotion immobilière privée sur la ville. Et c'était ça qui a déclenché? Oui. Bien. Allez, on va passer non pas à la liste des courses, mais en essayant chacun, selon vos territoires, on va commencer à revenir vers vous, Frédéric Aguilera. Quels sont vos projets aujourd'hui? Quels sont les projets qui fonctionnent? Quels sont les points qu'il faudrait travailler? Et comment on pourrait faire, et qu'est-ce qui vous manquerait peut-être pour aller plus loin, pour mener vos ambitions et respecter le programme pour lequel vous avez été élu et votre deuxième mandat et être élu l'année prochaine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la difficulté, c'est comment reconstruire la ville sur la ville, dans une ville patrimoniale et dans une ville où le marché est assez peu dynamique. Mais c'est une nécessité, parce qu'on pourrait se dire, à la limite, quand on regarde, il y a assez de logements dans l'absolu, enfin, le stock est suffisant. Sauf qu'on sait très bien que si on ne reconstruit pas, si on n'est pas dans une dynamique de reconstruction de l'habitat, eh bien, on risque d'accélérer une déprise dans l'avenir. Donc il faut absolument que l'on arrive. Donc la difficulté, elle est là. Le coût de la construction aujourd'hui, qu'on soit à Vichy ou dans des plus grandes villes, je ne parle pas des coûts d'acquisition du foncier, mais les coûts de construction sont à peu près les mêmes, sauf qu'évidemment, nous, quand on sort un produit... il n'y a pas une différence considérable non plus. Le foncier, évidemment, c'est ce qui fait oui, mais les coûts de construction qui sont très variables d'une région à l'autre. Très variables, mais bon, même on n'est pas dans la fourchette... Île-de-France mis à part, on a ici les spécialistes de la FFB. On n'est pas dans la fourchette basse obligatoirement, sauf qu'effectivement, derrière, nous, on a des produits qui sortent à 2000, 2500 euros, où, effectivement, pour de la location, je le disais, le marché aujourd'hui est assez peu dynamique. En plus, à chaque fois qu'on construit un logement dans le social, ce logement vient aussi, entre guillemets, ou on peut raisonner à l'inverse, mais en concurrence avec le marché libre, puisqu'en fait le marché libre est parfois aux alentours des 6-7 euros du mètre carré en location, c'est-à-dire équivalent au loyer. Donc on peut même s'interroger, c'est quoi la notion de loyer modéré sur des territoires comme les nôtres, puisque de toute façon le marché libre aujourd'hui est à peu près au même niveau. Donc c'est vrai qu'on doit aussi manipuler la construction du social, même si on en a, et c'est pas obligatoirement une mauvaise chose, mais l'obligation pour atteindre ces fameux 20%, donc de produire ces 600 logements normalement, pour les réinjecter dans le marché. Donc c'est comment on arrive à jongler avec tout ça. Donc à partir de là, on a besoin d'utiliser toute la boîte à outils à notre disposition. On a une SEM locale qu'on a essayé de conserver, qui est une SEM d'habitat. Donc dans le cadre de la loi Elan, c'est vrai qu'on n'avait pas le nombre de logements, etc. Donc malgré tout, on voulait garder un outil. Donc on va passer par le biais de l'adossement avec CDC Habitat pour pouvoir effectivement aussi avoir un effet levier, mais ce n'est pas obligatoirement ce qui est plus simple. Et on voulait garder notre outil parce que si on était un outil à l'échelle du pôle métropolitain et autres, pour faire dans la dentelle, ce n'est pas obligatoirement très simple. Donc on voulait garder un outil quand même à notre main, outil d'ailleurs qui nous sert aussi dans le cadre de la politique cœur de ville, puisque c'est un outil SEM qui va nous permettre de faire aussi du remembrement commercial et tout ça. Donc on ne voulait pas perdre cet outil-là, ou alors il aurait fallu qu'on fusionne avec un organisme beaucoup plus grand pour recréer un outil de l'autre côté pour travailler sur le commerce. Donc il y a un côté un peu aberration. Donc travailler là-dessus, essayer de multiplier aussi les opérations avec cette SEM de copromotion
pour attirer des investisseurs qui n'ont pas et qui ne seraient pas obligatoirement spontanément attirés par notre marché, mais pour limiter leur prise de risque. Donc c'est de partir sur de la copromotion entre notre SEM et puis des promoteurs privés. Voilà, il n'y a pas de marché de la promotion spontanément, le marché de la promotion privée est extrêmement faible. Il faut aller les extrêmement chercher. Faible. Et voilà, il faut vraiment aller les chercher. Donc il faut pouvoir monter des outils pour les attirer. Donc c'est de travailler sur toute cette boîte à outils. Le dispositif, effectivement, Cœur de Ville, nous permet aussi d'avoir tous les acteurs autour de la table, de travailler avec Action Logement, de réfléchir à des opérations aussi avec Action Logement. J'espère que, en tout cas, moi je crois en ce dispositif, que le de Normandie nous permettra aussi de... Alors on explique brièvement. Oui, c'est le dispositif fiscal pour l'ancien dans toutes les villes qui sont labellisées Cœur de Ville ou celles demain ORT. Alors nous maintenant on a les deux puisqu'on a eu notre arrêté ORT, donc le problème est réglé. Mais donc pour effectivement investir dans l'ancien, ce qui correspond parfaitement au profil de notre ville, ville patrimoniale. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de foncier, c'est ça ? Il n'y a pas de foncier, donc. Et comment on fait de la déconstruction-reconstruction avec la difficulté aussi des leviers pour faire des expros, pour aussi arriver à racheter certains biens au prix des domaines, des choses toutes bêtes, mais pour aujourd'hui avoir des estimations des domaines, je ne sais pas si tout le monde en a bien conscience, mais comme les services des domaines ont été extrêmement réduits en effectifs, on n'est absolument pas. Des fois, il nous faut 6 mois pour avoir l'estimation d'un bâtiment. Parce qu'il n'y a plus personne dans les services des domaines pour estimer les biens. Donc c'est une vraie difficulté aussi dans les procédures pour arriver effectivement et qui sont fantaisistes parce que comme ils sont aussi à saturation, on se demande parfois comment ils font leurs calculs. Mais ça, bon, allez. Il n'y a pas un outil, une start-up d'État qui gère ce... Je pose la question, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, ça dépend des montants, à ma connaissance. Mais là, on vous entend je crois qu'on vous entend pas, Monsieur le Ministre. Donc, Monsieur le Ministre dit qu'on a, dans la loi Elan, a priori, on a viré complètement l'obligation de... oui, parce que le complètement, moi, C'est la nuance du complètement, visiblement. Alors, on essaiera de faire le point tout à l'heure. Donc voilà, donc on essaie de mobiliser toute la boîte à outils possible pour essayer vraiment de faire dans la dentelle et puis arriver à créer un minimum de dynamique. Parce que je le redis, on pourrait, quand on regarde les stocks, se dire il faut rien faire, mais ne rien faire, c'est le déclin assuré dans les 15-20 années à venir. Donc c'est comment on reconstruit la ville sur la ville dans des secteurs où il n'y a pas de dynamique économique. Alors du coup, pour être très concret, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous manquerait ? Quelles seraient les souplesses que vous pourriez envisager pour pouvoir mener à bien votre projet de revitalisation et de réactualisation de la qualité de votre offre de logement ? Ce qui nous manquerait très concrètement, évidemment, c'est aussi un problème de moyens financiers. C'est-à-dire que comme le marché, naturellement, on va dire, les entreprises privées, les promoteurs ne viennent pas, c'est comment on a des aides complémentaires, comment on abonde sur des fonds complémentaires. Alors on peut passer par aussi des sociétés qui nous aident sur le portage du foncier, des choses comme ça, mais c'est vraiment des choses comme ça. Donc moi je pense que ce qu'il faut, c'est à un moment ou à un autre s'interroger aussi. J'aimerais, si vous me permettez, au-delà de ce qui nous manque, pour voir l'aberration du système, parce que quand on dit des fois on manque d'argent public, l'aberration du système. Aujourd'hui, j'évoquais qu'on n'avait pas les 20% et qu'il fallait atteindre les 20%. On en est à faire du conventionnement sans travaux pour effectivement augmenter le stock, puisque je le disais tout à l'heure, en plus, les loyers dans le libre sont au niveau du loyer privé. Donc on fait du conventionnement sans travaux, c'est-à-dire on donne des avantages fiscaux à des gens qui parfois ne l'ont même pas demandé. Donc on distribue de l'argent public, simplement en fait pour atteindre les 20%. Mais enfin... on marche sur la tête. D'accord. Donc du coup... Donc là-dessus, moi j'aimerais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, c'est que plutôt que de mettre toute cette énergie-là, par exemple, pour atteindre des objectifs, qu'on trouve des moyens sous contrôle de l'État, évidemment, mais pour donner de la souplesse aux secteurs qui sont des secteurs détendus comme les nôtres, pour ne pas dire construire les 600 pour construire des 600, c'est quoi il y a une aberration et on dépense de l'argent public pour rien, alors que cet argent public qu'on nous le donne pour sortir des opérations de reconstruction, voilà, moi j'aimerais qu'on me donne l'argent public là où on en a besoin et pas simplement pour entretenir des propriétaires qui, tant mieux pour eux, mais entretenir des propriétaires qui en fait les 3/4 du temps n'ont rien demandé parce qu'en fait on les démarche.
Ça veut dire changer la loi SRU, enfin faire une loi du SRU sur mesure. Vous m'avez cité, enfin je ne sais pas, c'est... En tout cas, dans les territoires détendus, la notion des 20%, je le dis, je sais que ça peut faire bondir parfois, mais la notion des 20% dans les territoires détendus n'a pas de sens. Aujourd'hui, je le redis sur le logement social, vous déposez un dossier dans le logement social dans l'agglomération de Vichy, sous 48 heures, s'il y a une urgence, vous avez un logement social. Il y a zéro liste d'attente, et il y a du logement social vacant. Et on nous demande d'en construire 600. Bon, une focale adaptée à votre situation, enfin en tout cas un regard et des outils et des règles qui peuvent fonctionner à un niveau théorique, au niveau national, mais qui localement créent des situations qui ne sont absolument pas intelligentes en termes de dépenses publiques. On continue avec vous un petit peu, ou alors on passe là et on retourne vers Guy Clua. Allez, on revient vers vous. Qu'est-ce que vous avez fait votre commune en plein boom démographique, donc. Oui, alors écoutez, moi je vais prendre une strate supérieure parce que par rapport à mes collègues, j'ai pas la même problématique et les territoires ruraux n'ont pas la même problématique. Donc, je crois que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, comme je pense chacun de vous toutes et tous le savez, 80% des Français souhaiteraient vivre et travailler à la campagne. Donc ça veut dire qu'en termes d'aménagement du territoire, je crois que du logement, il en faut, mais peut-être pourquoi en faire et dans quel territoire. Parce que je pense qu'en ville, il y a trop de logements. À la campagne, il n'y en a pas assez. Dans mon cas de figure, j'ai aucune possibilité pour l'instant d'extension. J'espère qu'à l'issue des entretiens de BUNUS, on pourra faire une expérimentation, Monsieur le ministre. Ce que je veux dire, c'est que je suis vice-président de l'Association des maires ruraux de France et nous défendons cette notion de territoire. Et je pense que chaque territoire ne peut pas être dirigé systématiquement de Paris et que nous devons avoir des lois dédiées à chaque territoire. Et ça, je pense que les préfets sont tout à fait capables, avec les gouvernements, de pouvoir adapter les normes et la constructibilité dans chaque territoire. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les communes rurales sont finalement le poumon vert de la France en termes d'écologie, en termes d'agriculture. Et je crois que ça, il faut qu'il y ait une reconnaissance par rapport à cela. Et pour cela, nous avons travaillé suite à la révolte citoyenne par rapport aux cahiers de doléances qui sont partis du Lot-et-Garonne et qui sont remontés auprès du président de la République le 14 janvier pour justement montrer qu'il y a des solutions et que nous sommes force de proposition pour accompagner ce gouvernement à les mettre en œuvre. Alors, des propositions, par exemple? Les propositions, nous avons créé un agenda rural auprès du cabinet de Jacqueline Gouraud, qui est aujourd'hui à disposition du gouvernement. Et j'espère que sur les 200 propositions, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui touchent tous les problèmes qui ont été... Non, mais pour ce qui nous concerne, là, aujourd'hui... Le logement, par exemple, finalement, qu'il puisse y avoir du logement adapté en zone rurale. Alors, peut-être pas en zone hyper inondable, mais qu'on puisse donner des moyens et peut-être amener des solutions pour des gens qui ont envie d'investir dans le rural. Moi, je sais que dans ma commune, j'ai des bailleurs sociaux qui veulent investir, j'ai des privés qui veulent investir, et je ne peux pas dédier des terrains à la construction. Donc là, on retombe dans la problématique de non-constructibilité due au cru de la Garonne. Donc là, ce serait quoi? Ce serait on déroge à ça Alors on déroge ou on fait au moins de l'expérimentation pour trouver des solutions. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans avec l'université de Bordeaux, l'école d'architecture de Bordeaux. On avait travaillé sur des maisons flottantes. Nous en avons parlé tout à l'heure sur le principe de ce que nous retrouvons dans les quais des ports de toutes les villes. Il y a un gros projet à Bordeaux, à Brazza, quai de Brazza, qui est sur un terrain inondable. Alors peut-être pas autant que le vôtre, mais enfin on a quand même là énormément de logements qui vont se construire. Écoutez, je suis allé rencontrer la plupart des ministres du logement et chaque fois ça a été une fin de non-recevoir en termes d'aménagement. Voilà. Donc ça c'est quand même catastrophique. Et pour la dynamique des municipales, je veux dire que ces normes et ces contraintes qui nous sont faites, nous, surtout au niveau des territoires ruraux, font que effectivement il y a un découragement important. Alors, quand on parle de réchauffement climatique, on a aussi les conséquences du réchauffement climatique. Regardez par rapport au problème d'inondation dans le bassin parisien aujourd'hui. Je veux dire que
il y a encore 20 ans, ce n'était pas aussi catastrophique. Tous les ans, aujourd'hui, le bassin parisien est inondé. Est-ce qu'on interdit de construire dans le bassin parisien? Ah bon? Je passe pas partout, madame. Hein. Oui, je sais, il m'en a parlé un petit peu, mais enfin, je veux dire que vous ne condamnez pas une commune à 98% de non-constructibilité. Je ne pense pas quand même. Hein. Alors, voilà. On pourra interroger aussi Monsieur de Normandie sur le permis de faire. Est-ce que ce n'est pas une réponse à ce genre de... Alors, on parlera tout à l'heure de la possibilité ou pas de déroger à un certain niveau d'interdiction de construction. Peut-être, voilà. Et quand c'est rouge, c'est rouge. C'est comme en voiture. Quand c'est rouge, c'est rouge. Non, mais... Alors, Madame la Ministre, je peux vous répondre parce que, bon, sur Saint-Laurent, par exemple, je ne parle pas de Toulouse, ni d'Agen ou de Bordeaux. Sur Saint-Laurent, en 1875, il y a eu 0 mort. Sur Saint-Laurent, en 1930, il y a eu 0 mort parce que nous sommes dans le bas, à l'inverse du courant de la Garonne. Et ça veut dire que les anciens n'avaient pas attendu des lois pour dire il faut sécuriser les populations. C'est-à-dire il faut expliquer. C'est-à-dire que la Garonne fait un coude, donc le courant pousse l'eau sur la rive d'en face, et vous êtes plutôt protégé en cas de crue. Voilà. Vous en avez quand même, hein, mais vous êtes plutôt protégé puisque l'eau va dans la courbe extérieure en suivant le courant. C'est bien cela. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, voilà, moi on a bien compris une idée, voilà, et puis je veux... Et alors du coup, parce que moi, enfin, en regardant votre commune de haut avec notre ami Google, ou pas d'ailleurs, notre ami, mais on a des grands terrains, on a des maisons avec de très très grands terrains. On a aussi, je vous avais compté, un beau 17 jardin 17 en face, piscines, je ne sais plus. Non, je vous taquine un petit peu. Mais on voit qu'il y a des maisons, qu'il y a de grands terrains. On a abordé ce matin la problématique de diviser aussi les terrains des maisons existantes, peut-être pour construire un petit peu derrière. Ce sont des sujets que vous envisagez, parce que si on ne peut pas construire en bord de Garonne, on peut construire un petit peu derrière, dans les terres. Il y a des terrains qui seraient susceptibles, peut-être hors... terrain constructible aujourd'hui. Quand on parle de cœur de ville ou cœur de village, effectivement, eh bien, il faut savoir où se situe le cœur de village. Donc ça veut dire que c'est le centre normalement du village qui peut être situé par rapport au dernier commerce, à l'école, à la mairie, et ainsi de suite. Bon, moi, il s'avère que dans mon cas de figure, on m'a contourné le terrain sur lequel j'avais prévu de construire un éco-village. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il est situé sur le même niveau de terrain que l'école, que les bâtiments communaux, que la salle polyvalente. Voilà. Donc ça veut dire que les responsables, les fonctionnaires ont décidé qu'on donnait 4 critères de sélection par rapport à l'ancienneté des maisons, et donc je n'ai pas pu, effectivement, faire admettre que ce terrain pouvait être constructible. Donc ce qui est d'autant plus dommageable parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent et que finalement on n'en fait rien. Voilà. Et donc la responsabilité d'un maire, qu'il soit d'une grosse commune ou d'une petite commune, c'est quand même la sécurité envers les populations. Donc je veux dire que je me dois, moi, d'assurer la protection de mes populations, et les règles de constructibilité, elles seront respectées, et c'est pour ça que je ne déroge pas et que malheureusement on est dans l'attente d'une expérimentation. D'accord. Et si ce n'est pas possible, comment on fait? Si ce n'est pas possible, on restera comme ça, et puis mon village va mourir parce qu'il est dynamique avec une école, avec des commerces. Il n'y a pas des choses à faire avec les autres villages? Si, l'intercommunalité, bien sûr. J'ai le village d'en face, en clair, il est sécurisé en termes d'inondation, sauf qu'il n'a pas une bonne fréquentation et les gens ne veulent pas y aller. Pour vous donner une idée, moi j'ai 537 habitants, j'ai 1200 licenciés dans mon village. Ça veut dire que c'est un tissu associatif fort. On est en bord de Garonne dans un contrat Natura 2000, ça veut dire que les gens aspirent à avoir cette qualité de vie. Bon, alors donc on profite effectivement de l'environnement, mais on ne profite pas de la construction. C'est dommageable. Voilà. Bien. Donc maire bâtisseur, vous, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Ah ben moi, je suis sûr que je suis battu, moi. Ouais. Mais la question semblait être hier, est-ce que j'y retourne? Alors est-ce que vous allez... Je ne suis pas abattu encore. Mais je fais confiance à notre gouvernement pour trouver des solutions. Voilà. Bien. Dans l'agenda rural. Non. Attends, je vais pas... Patrick Jarry, alors les risques, les projets, les besoins, les difficultés, les doléances. Vous, maire bâtisseur, ça va? Oui, ça va. Dans le micro, c'est mieux. Non, mais ça va. Je veux dire, on n'est pas maire bâtisseur comme ça par profession.
c'est pas une profession de foi, maire bâtisseur, de la même manière qu'on n'est pas, on se fixe pas des objectifs absolument de logement à construire. La question, c'est est-ce qu'on a un projet de ville, quoi. Quel est le projet de ville qu'on porte? Et donc, nous, c'est évidemment, on porte un projet de ville pour essayer d'être une ville pour tous. On l'a décliné dans le temps, être une ville mieux populaire. Bon, c'est pas, la langue française était un peu écorchée, mais mieux populaire, ça veut dire un peu. Être une ville mixte. Nanterre aujourd'hui, c'est 50% d'ouvriers, d'employés, 50% de cadres de professions intermédiaires. C'est 52% de logements familiaux sociaux, 48% de logements en accession à la propriété. Donc on veut continuer un peu de ce projet d'être une ville mixte. Je vais dire de nouvelles mixités, puisqu'on est sorti du XXe siècle avec une ville assez clivée qui avait d'un côté des quartiers très populaires qu'on appelle quartiers sensibles, que je n'aime pas, donc je les appelle quartiers populaires, dans lesquels l'habitat social était parfois de 85 et même 90%, puis d'autres quartiers plus résidentiels, comme sur les pentes du Mont-Valérien ou dans des quartiers du centre ancien. Donc on a beaucoup fait bouger cette ville dans ses mixités. 62% des logements sociaux étaient dans les quartiers politiques de la ville en 2012. Ils sont 52 aujourd'hui. Alors on a beaucoup construit. 4000, on a construit 4700 logements entre 2012 et 2017. On en a détruit 700. Donc le solde, il est de 4000. 4000 constitués de 3000 logements en accession à la propriété, 1000 logements sociaux. Dans cette réponse, on s'est évertué que, y compris par rapport, évidemment, lorsqu'on construit, il faut que les habitants, ceux qui sont là, ils aient le sentiment que c'est aussi pour eux. C'est-à-dire ils ont le sentiment qu'on construit pour d'autres, évidemment, l'adhésion sera moins forte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de ce point de vue? D'abord, de continuer de construire du logement social dans tous les programmes d'accession à la propriété. Nous, on a indiqué que donc tout immeuble de plus de 1200 mètres carrés de logement devrait avoir 40% de logements sociaux. Je pense très sincèrement que si on faisait ça à l'échelle de la métropole à 30% dans le flux, puisque plutôt que de raisonner dans le stock, de raisonner à 30% dans le flux, obligation à 1200 ou 1500 mètres carrés, on résout le problème du logement social. On résout un deuxième problème, c'est qu'on n'a pas des quartiers ou des immeubles qui sont essentiellement des immeubles de logements sociaux, et puis d'autres qui sont... Voilà, on a de la mixité, on a même poussé les choses jusqu'à faire... Là, on va livrer notre 6e immeuble dans lequel on a mélangé à l'étage. C'est-à-dire on n'a pas fait une cage de logement social et une cage de logement à l'accession à la propriété dans un même immeuble. On a tout mélangé. C'est diffus. Quand j'ai fait ça en 2007... On m'a dit, aucun promoteur ne voudra construire à Nanterre, personne ne voudra acheter de logement. Oui, parce que vous avez une charte qu'on appelle les chartes promoteurs aussi. Alors, évidemment, deuxième chose qu'on a fait, c'est celle, on ne peut pas assister les bras ballants devant l'augmentation du coût de l'accession à la propriété. On a dit 10 000 euros du mètre carré à Paris en moyenne. Dans les 10 villes qui sont autour de moi, on achète à 6 500, 7 000 euros du mètre carré dans le neuf. On ne peut pas s'habituer à ça. D'abord parce que on voit bien qu'on est en train d'épuiser toute une série de familles qui pourraient consacrer une partie de leur revenu à faire autre chose, et parce qu'on on va rendre un système qui est exposé. Donc nous, on a dit aux promoteurs, si vous voulez construire à Nanterre, il n'y a pas de problème. Vous signez une charte dans laquelle on a fixé un prix de sortie, voilà, ce qui permet que, évidemment, les promoteurs ne se fassent pas concurrence auprès des propriétaires de foncier pour faire monter à la corde, puisque de toute façon, à l'arrivée, le prix de sortie, il sera celui-là. On a, évidemment, dans cette charte, on a indiqué qu'on a demandé des objectifs environnementaux supérieurs à ce que prévoit la loi, puisqu'on se...
on a anticipé en quelque sorte. C'est-à-dire, nous, dès 2007, on a été les 10 villes en France qui ont signé un plan climat, élaboré un plan climat territorial. Et si aujourd'hui, bon, la presse en parle un peu, on fait une école avec un mur en terre crue, avec l'agence TOA, je crois. Voilà, avec l'agence TOA, une grande école de 15 classes. Hein, c'est pas une petite école, c'est 15 classes plus le centre de loisirs. C'est parce qu'évidemment, on a intégré dans notre vision de la ville cette question de l'évolution, de ne faire que des bâtiments communaux qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment et d'utiliser des matériaux qui produisent moins de CO2 que les autres. Bon. Voilà, donc on a intégré ça dans cette charte. Alors, évidemment, c'est difficile, c'est tendu, ça nécessite sur chaque projet de trouver l'équilibre entre la qualité, la densité, l'équilibre dedans. Et puis à l'intérieur, on indiquait donc une part de logements sociaux et on a demandé qu'une part de ces logements soit plafonnée à 3 500 € TTC du mètre carré. Prémaîtrisé. Parking compris. Je dis tout ça parce qu'au début, je me suis fait avoir. J'avais dit 3 500 €, mais j'avais oublié la TVA. Donc, ouais, et puis après, j'avais oublié le parking. Donc, les promoteurs ajoutaient le parking. Donc, maintenant, on est d'accord, c'est tout compris. Ça coûte cher, un parking. Hein, c'est 15 à 20 000 € pour un logement. Donc, voilà. Alors, ça permet. Et donc, cette idée pour nous, donc, c'est d'aller vers une ville qui continue d'évoluer dans ses mixités. Donc, on a construit donc, à peu près 800 logements par an. On en construira autant dans les années qui viennent, évidemment avec y compris pour situer en densité, un Boulogne-Billancourt, pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne, c'est 110 000 habitants sur 700 hectares. Nanterre, c'est 96 000 habitants sur 1200 hectares. Hein, donc voilà. Alors évidemment, on est aussi issu d'une ville, j'ai dit tout à l'heure, industrielle. Là, aujourd'hui, par exemple, on a encore 40 hectares de friches ferroviaires auxquelles on va créer ce nouveau quartier des Groutes dans une opération d'intérêt national. Mais en tout cas, nous, notre idée, notre modèle, c'est d'aller vers une ville des mélanges, une ville des mixités, une ville des métissages et peut-être avec un message pour l'ensemble de la métropole de Paris, de lui dire à toutes ces villes, à toute cette métropole, que notre avenir, il est dans le mélange, que notre avenir, il est dans le métissage, que notre avenir, il est dans le mélange, et que donc, voilà, on veut essayer de montrer que une ville du mélange, une ville de la mixité, ça fonctionne, c'est attrayant, ça donne envie d'y être et que c'est plus sympa que des villes où tout le monde se ressemble. Voilà, donc c'est ça notre envie, notre message. Donc vous êtes un maire bâtisseur, mais vous bâtissez pour tout le monde. Voilà. Et vous n'avez aucune inquiétude quant à votre réélection. Ça s'est bien passé la dernière fois. Ouais. Vous le sentez comment pour la prochaine? Non, tous les maires. Mais tous les maires sont inquiets pour leur élection parce que celui qui part. Moi, ça fait 15 ans que je suis maire. J'ai été réélu 2 fois au premier tour, mais je sais que c'est toujours extrêmement fragile, notamment dans des grandes villes, parce que la question qui est derrière, c'est on maîtrise pas toutes les. Ce que je suis sûr au fond de moi-même, c'est d'avoir travaillé dans la continuité d'une histoire, parce qu'on n'est pas un maire, il ne faut pas l'exagérer, on est une séquence dans une histoire d'une ville qui est longue, et donc moi, au fond de moi-même, je suis content d'avoir apporté à cette ville, d'avoir résolu pour cette ville, commencé à résoudre pour cette ville un certain nombre des problèmes de mixité dans les quartiers auxquels elle était confrontée. J'ai un peu contribué à ce que les grandes coupures, parce que évidemment les gens peuvent penser, finalement c'est super d'être dans l'environnement de la Défense, hein, parce que c'est logique qu'on le pense comme ça, mais Nanterre a payé un lourd tribut à cela. Il l'a payé dans les infrastructures routières et ferroviaires. Sur les 1200 hectares de Nanterre, 120 hectares sont des faisceaux ferroviaires et des autoroutes, et qui avaient complètement morcelé la ville. Et donc je suis content qu'on ait commencé à surmonter ces coupures, à apporter des espaces verts nouveaux dans la ville. Et là, évidemment, l'un des projets dont je rêve, que j'aimerais conduire avec les habitants, c'est celui de transformer les Tourailleaux,
sans doute vous connaissez ces fameuses tours des Milayo, qui ont été, ces tours nuages, hein, qui ont été construits à la fin des années 70, début des années 80, qui sont au pied de la Défense, qui sont comme un peu de visage de la Défense. Là-bas, c'est le tertiaire, les sièges des entreprises, les tours de la Défense. Puis nous, en face, c'est 17 tours de logements sociaux dans lequel le niveau... parce qu'au passage, Nanterre, c'est 21% de gens vivant sous le seuil de pauvreté, hein, quand la moyenne régionale est à 14 et la moyenne départementale à 10. Hein, donc voilà, on est à cet endroit-là. Donc mon rêve, c'est d'essayer de faire cette première en France, puisque jusqu'à maintenant, dans les opérations de rue, on démolissait pour reconstruire. Nous, compte tenu que ces tours, elles sont belles, elles ont de l'allure, elles ont une personnalité, elles sont connues dans le monde entier. Nous, on aimerait en changer l'usage, c'est-à-dire permettre à 500 habitants de ces logements sociaux d'habiter dans le nouveau quartier qu'on va construire. Il y a 10 quartiers nantais, il va y en avoir un nouveau, un 11e. Leur permettre d'aller habiter dans ces logements neufs, dans ces 1500, parmi ces 1500 logements neufs sociaux qui vont se construire, et puis de transformer ces touraillots libérés, 6 touraillots, en logements d'accession à la propriété. Alors, on a trouvé le promoteur pour le faire. On a 2 bailleurs sociaux, l'office départemental et l'office communal, qui sont motivés. Maintenant, on a besoin de changer un peu les règles, les lois, puisque, par exemple, Monsieur le ministre le sait, par exemple, pour arriver dans toutes les opérations de relogement, on sait bien qu'à la fin, s'il n'y a pas l'incitation possible à démolir, si on ne peut pas donner le permis de démolir, s'il n'y a pas d'autorisation de l'État, y compris d'expulser les derniers récalcitrants qui, parfois même après 5, 10 propositions, ne veulent pas bouger. Voilà. Alors évidemment, ça crée des tensions si on sait qu'on ne pourra pas, il n'y aura pas de permis de démolir et il n'y aura pas on ne peut pas aujourd'hui utiliser pas d'argent ces sans règles-là. démolition, grosso modo. De la même manière, hein, les lois de Landru, le règlement de Landru ne permet pas de financer. On finance la démolition de bâtiments, hein, la perte liée à la démolition, mais on ne peut pas le faire dans ces cas-là. Donc il faut bouger un peu les règles. Il faut aussi bouger un peu les règles avec le ministre de la Culture et ceux qui travaillent autour, puisque sans doute on ne pourra pas faire la même chose dans les 6 tours dans lesquels on va reloger les habitants et dans les 11 tours dans lesquels on va rénover les tours, puisqu'il y a beaucoup de spécialistes des rénovations de logements ici. On sait bien qu'il y a une limite à la rénovation en site habité. On ne peut pas imposer à des habitants un certain nombre de choses qui durent, qui sont trop longues, etc. Ça s'est fait à Bordeaux, hein, GHI, Aquitanis, une très belle opération de réhabilitation hors en rue, qui a très bien réussi, qui a obtenu le prix Miss Van der Rohe d'architecture en Europe. Voilà les rêves que je continue de faire avec cette ville, d'arriver à ce que ces 2 nouveaux quartiers, puisqu'on sort de 2 quartiers en rue, on a fait évoluer ces 2 quartiers, celui du Petit Nanterre autour de l'hôpital de Nanterre, qui est en réalité est l'ancien dépôt de mendicité de Paris, dans lequel on a relogé encore aujourd'hui donc les SDF logés le soir, hébergés le soir, les SDF de Paris, qui était la prison des pauvres à la fin du 19e siècle. Bon, les choses sont en train de bouger, mais quartier donc qui était très pauvre. On a rénover un autre quartier autour de l'université. Et aujourd'hui, on veut rénover donc, ce quartier du parc Picasso, donc les uns et les autres entendre parler, parce que j'ai parlé des touraillots, mais à côté, en réalité, c'est 34 tours de logements sociaux qu'il y a à cet endroit-là. Donc j'aimerais apporter cette mixité, redonner du dynamisme à ces quartiers, leur redonner de l'espoir avec des équipements nouveaux, avec des habitants nouveaux. Bien sûr, il faut l'État dedans. Et je terminerai. Il faut qu'y compris, d'ailleurs, la règle qui a été fixée, que compte tenu que les fonds sont apportés par Action Logement, par le 1% patronal, et qui conduit à ce que donc il faut donner des droits gratuits de construction au 1% patronal. Et est une règle que je peux comprendre de la part
du 1%, puisqu'il dit, moi j'amène les fonds, il faut me donner quelque chose, mais est une règle qui est difficilement applicable dans des zones denses comme dans laquelle on est. Il y a 34 tours de logements sociaux. Évidemment, on ne va pas les raconter aux gens qu'on va améliorer leur quartier en ajoutant encore de la densité à la densité. Donc il faut là aussi qu'il y ait des marges de... Voilà, on est plein d'ambition, plein d'envie de faire, mais faut vraiment qu'on s'arrête. Comme mon collègue qui est en zone rurale, on a besoin d'un État accompagnateur, d'un État qui aide à avancer, et pas d'un État qui traîne les pieds, qui met des mois à répondre, qui ne sait pas, etc., etc. Le temps presse. Merci Patrick Jarry, on a bien compris votre message. Boris Ravignon, 5 petites minutes pour nous dire ce que... Ou 5 grandes minutes. Avec un préambule, est-ce que vous briguez le deuxième mandat? Oui. Alors ça, pour l'instant, je me permettrai de réserver l'annonce aux habitants de Charleville-Mézières. D'accord. Pas vraiment encore... Non, mais j'essaye, vous savez. Vous êtes venu seul? Ils nous suivent, je vois des caméras et je pense qu'ils nous regardent à l'heure qu'il est. À la question que vous posiez, est-ce qu'on est forcément maire bâtisseur et battu, en l'occurrence, je pense qu'avec la situation que je vous ai dépeinte tout à l'heure à Charleville-Mézières, d'une baisse de population de 25%, imaginez le traumatisme que c'est pour une ville vivre une telle saignée. Si on n'est pas maire bâtisseur, je pense qu'on est assuré d'être battu. Oui, à Charleville-Mézières. Parce que si vous n'êtes pas du côté de ceux qui essaient d'embellir la ville, de la redévelopper, de la construire, de garder des habitants, c'est même pas la peine, je crois, d'aller au combat municipal. Donc on est vraiment à l'inverse, me semble-t-il, de l'adage. Là, je pense qu'il faut être absolument et résolument bâtisseur. Et alors, forcément, revenir sur la jonction avec l'intercommunalité. Parfois, aujourd'hui, on entend beaucoup de communes se plaindre des intercommunalités. Moi, je crois que c'est au bon niveau que se fait aujourd'hui le programme local de l'habitat. Au niveau intercommunal, c'est à ce niveau-là qu'il faut effectivement travailler et sur l'urbanisme et sur la programmation de l'habitat. Pas seulement sur le plan quantitatif. Sur le plan quantitatif, il y a effectivement matière à au moins construire les logements que les décohabitations rendent nécessaires chaque année. C'est un phénomène que les statisticiens connaissent bien, comme la taille des ménages a tendance à se réduire. Eh bien, même si vous avez simplement comme objectif, ce qui est notre cas, et pour nous c'est ambitieux, de stabiliser la population, il faut avoir plus de logements pour loger la même population. Donc il faudrait chaque année dans la ville de Charleville-Mézières, par exemple, avoir 200 logements de plus. On en a fait 115 de 2009 à 2014. Un poil plus, on s'approche des 150 sur la période plus récente, mais ce n'est pas encore suffisant. Ça veut dire que simplement les décohabitations font perdre des habitants à la ville. Donc ça, il faut naturellement travailler dessus. Il y a l'aspect, je parlais tout à l'heure de la vacance, on ne peut pas rester avec une vacance qui progresse autant, et donc il y a une dimension de rénovation. Et il y a toute une partie, bien sûr, qualitative de ce programme local de l'habitat, où on se donne nous-mêmes des objectifs de reconstruire la ville sur la ville, de reconquérir ces friches qui, effectivement, d'abord enlaidissent la ville, sont les cicatrices de drames souvent industriels que les gens ont aussi envie de voir rentrer vraiment dans le passé et de faire préparer plutôt l'avenir. Et puis, il y a répondre à la diversité de la demande. Un logement, ça ne veut rien dire. Il y a un besoin de plus de logements pour les personnes les plus modestes, et donc on ne fait pas assez, par exemple, de PLAI chez nous. Les logements justement destinés aux personnes logements sociaux les plus modestes. On n'a pas non plus, à l'autre bout du spectre, assez de logements libres, clairement, et on perd des ménages aisés qui vont se loger dans la couronne périurbaine parce qu'ils ne trouvent pas le logement de qualité sur la ville. On a besoin d'accession sociale, il n'y en a pratiquement pas. Les deux bailleurs, aucun n'en fait. Donc il n'y a pas du tout d'accession sociale à la propriété. Pourquoi ? Parce que je pense que quand on a des bailleurs, là je vais porter un peu d'eau au moulin du gouvernement, mais quand on a des bailleurs trop petits, les capacités d'ingénierie sont totalement occupées par les opérations de construction. Ils ont géré un énorme programme en rue, ils y ont mis tout ce qu'ils pouvaient, mais l'innovation, entre guillemets, à aller faire de l'accession sociale, c'est compliqué, ça demande un savoir-faire financier qui est manifestement il n'est pas maîtrisé, et donc il n'y en a pas. Pareil pour les seniors. Outils OFS, des choses comme ça, les maisons à 1 euro de Roubaix, là, des choses comme ça, ces types d'initiatives pour essayer de relancer le marché, de répondre à ces populations. Chaque petite chose peut t'aider à
effectivement offrir à diversifier l'offre. Ce serait assurément une bonne chose. De fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors, moi, c'est là que je voulais en venir. Je vais avoir un petit peu de temps pour expliquer. À mon avis, 3 facteurs de succès pour un territoire comme le nôtre. Le premier, c'est quand même sur l'aspect foncier. On peut raconter ce qu'on veut. Le gouvernement réfléchit à nous couvrir l'ex-Champagne-Ardenne par l'établissement public foncier lorrain, qui permettrait de donner un outil. Mais il reste quand même, au bout du bout, quand on est sur des sites industriels où il y a des décennies de pollution accumulée, il reste un sujet financier juste à régler. Alors on a... La région Grand Est, comme la région, à mon avis, des Hauts-de-France, sont assez volontaires là-dessus parce qu'elles sont confrontées au problème, elles mettent un petit peu d'argent. Mais il faut, et là je crois, puisque ce sont ces industries qui ont quand même aussi contribué à faire la richesse nationale, cette fois-ci, pendant des décennies, sinon des siècles, il faut qu'il y ait de la solidarité nationale qui se manifeste pour nous aider à dépolluer ces sites. Donc, à mon avis, c'est le premier sujet sur le foncier. Cité le site des poêles de ville, oui, c'est ça ? Mais là, vous avez trouvé un investisseur privé. Alors oui, il y a un investisseur privé, mais enfin qui est en train justement de chiffrer les coûts de dépollution. Et quand il va s'adresser à l'Adréal et qu'il va devoir présenter son plan de gestion et le faire valider, il va avoir en bas à droite le coût de l'opération. Et là, j'espère qu'on pourra le retenir de partir en courant. Parce que ça va être... c'est un site qui est industriel depuis 1850. Donc vous voyez, ça va coûter cher. Un siècle et demi de pollution, de fonderie. Oui. J'ai peur quand même que ça ait laissé quelques traces. Mais pour l'instant, ils sont avec nous. Et ils nous suivent. Et on peut dire quand même que ce sont des investisseurs portugais. Effectivement, c'est un investisseur tout à fait portugais qui viennent, qui misent sur Charleville. Vous êtes allé chercher ou qui est venu Alors, on a fait savoir, enfin, en l'occurrence, le conseil départemental a donné, puisque c'est lui qui est propriétaire du site, fait connaître que ce site était vacant, disponible. C'est un site de 5 hectares en pleine ville. Bord de Meuse, c'est effectivement un site magnifique et qui va bénéficier de la révision du PPRI sur laquelle on travaille. Il y a un autre sujet qui rejoint la façon dont l'État interprète zone tendue et zone détendue. Alors nous, avec l'évolution de population qu'on a, vous imaginez qu'au ministère du Logement, on est vu comme super détendu. Bon, c'est pas si simple que ça. Parce que, franchement, justement, pour en revenir sur le Pinel et la fin du B2 pour nous, c'est une vraie catastrophe. Quand ça a été ouvert, ça a vraiment permis de déclencher tout de suite des opérations. Et on n'a pas vocation à faire comme certaines villes où, pendant ces dispositifs sociaux ou aidés, fiscaux plutôt, ont contribué à une surproduction de logements locatifs qui ont plombé les marchés. Nous, chez nous, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus contrôlé sur quelques opérations, quitte à ce qui est une validation par l'État sur, là encore, et un quantum d'opérations chaque année, mais qu'au moins on continue à avoir un dispositif sur l'investissement locatif qui permette d'aider à la diversification de l'offre sur le territoire. Ça me semble vraiment très très utile. Puis le dernier sujet, c'est une proposition qui est peut-être d'actualité parce qu'on parle de décentralisation, d'accentuer la décentralisation. Alors, j'ai entendu à plusieurs reprises le président de la République dire, et il a bien raison du reste sur ce point, oui, mais alors la décentralisation, il faut que les responsabilités aillent avec les moyens. Eh bien, dont acte, pourquoi pas ? Pourquoi pas qu'on ait la responsabilité de loger et qu'il y ait des autorités organisatrices de l'habitat ou du logement sur des territoires, des agglos, mais qu'on nous donne aussi les moyens et qu'on fasse enfin un effort d'efficacité sur l'organisation. Alors, je sais que la loi Elan essaie d'aller dans ce sens, mais moi, j'ai 2 bailleurs sociaux. L'un, c'est un office public HLM. Alors, tout le conseil d'administration est rempli par le conseil départemental, qui s'occupe plus du tout du logement. Et par contre, nous, on a la responsabilité du PLH, on va faire des objectifs, et on n'a pas du tout la main sur eux et sur la gouvernance. Donc c'est que peut-être qu'à l'avenir, quand il y aura une structure commune, parce qu'en plus, ils sont en dessous des 12 000, on arrivera à avoir un peu plus de voix au chapitre, mais pour l'instant, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, alors, il y en a une autre qui travaille très très bien, c'est la société, la SA HLM, alors, qui travaille remarquablement bien, mais qui fait aussi un peu ce qu'elle veut. Alors, de temps en temps, ça correspond à nos objectifs, de temps en temps pas, mais on ne peut pas considérer ça comme des outils de mise en œuvre du PLH. Or, si on est responsable sur l'habitat, il faut qu'on ait des outils qui aillent avec les objectifs qu'on se donne. Sinon, ça ne marchera jamais, au moins sur ce créneau qui est celui du logement social. Donc, il y a, je crois vraiment, peut-être à l'occasion de réflexion sur la décentralisation, vraiment à se reposer la question, par exemple, pourquoi le FSL est resté au département.
Aujourd'hui, ça rime à quoi? Je sais qu'il y a cette vocation sociale, mais franchement, dans le domaine du logement, ce serait bien plus utile si on pouvait, sur une même collectivité, et puis, garder le meilleur pour la fin, pourquoi il y a autant de gens encore dans les services logement des DDT? Si demain, c'est nous qui devons... Mais non, mais si c'est nous qui devons être responsables du logement et avoir la responsabilité, y compris d'ailleurs, on pourrait même aller jusque-là, pour du DALO. Pourquoi c'est l'État qui est débiteur du DALO? Si on organise un niveau de collectivité pour qu'il ait la responsabilité de loger ses habitants, c'est lui qui devrait être, ce niveau de collectivité, là en l'occurrence, vous l'avez compris, c'est plutôt l'Interco, qui devrait être débitrice du DALO, pas l'État. Mais par contre, il faut qu'on ait les moyens qui aillent vraiment avec. Et dans ce cadre-là, eh bien, au moins sur une base volontaire, c'est quelque chose qui pourrait peut-être fonctionner. Je ne sais pas si tout le monde aura envie de se lancer dans ce défi, mais organiser sur son territoire du logement et agir avec les outils qui permettent de produire ce dont on a besoin, ça me semblerait être une simplification assez forte du cadre actuel. Et c'est une belle revendication. Ça mérite certainement au moins d'être tenté. Bien, merci beaucoup. Donc, merci à vous quatre, Frédéric Aguilera, Guy Cluat, Patrick Jarry et Boris Ravignon. On va donner la parole rapidement à Julien Denormandie, ministre du Logement. Moi, j'ai noté plusieurs choses, mais vous avez aussi noté le prix des domaines, aller plus vite, ça serait bien. Les 20%, pas partout, c'est pas toujours pertinent. Le rural, PPRI, est-ce qu'on peut adapter les normes? Des fois, peut-être non, monsieur le maire, peut-être qu'il ne faut pas, et peut-être qu'il va falloir renoncer à construire, on se verra. Les responsabilités et les moyens qui vont avec. Les responsabilités et les moyens qui vont avec. On a vu que la question des chartes et tout ça, les prix, les objectifs environnementaux, c'était des choses qui étaient efficaces. Est-ce que ce sont des choses que vous pourriez porter peut-être à un niveau plus grand, la gouvernance aussi, et les outils de mise en œuvre de la politique de l'habitat, une cohérence que vous demandiez, Boris Ravignon, à l'instant, et ensuite l'ANRU, bien sûr, l'ANRU. Quand est-ce que l'ANRU pourra intervenir sans démolir? Donne ton argent sans casser, c'est peut-être la revendication la plus vieille de l'ANRU, en tout cas celle que j'entends depuis sa mise en place. Sur toutes ces questions, monsieur le ministre, c'est à vous. Vous avez un micro, vous pouvez venir avec nous sur l'estrade, où je vous cède ma place, comme vous voulez. Voulez-vous voter? Bonjour à toutes celles et ceux que je n'ai pas vus. Déjà, un grand merci pour l'invitation. Vraiment un très grand merci. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui. Je vais répondre précisément, mais de manière très courte, parce qu'en plus, on me donne la possibilité de réintervenir à la toute fin. Mais je crois que ce qui vient d'être dit est extrêmement intéressant sur au moins 4 aspects. La première, c'est à la fois monsieur le maire Cluat et monsieur le maire Aguilera qui le mettaient en avant, c'est la question de la spécificité des politiques publiques. Alors, vous prenez 2 exemples qui sont 2 exemples extrêmement compliqués, parce que vous prenez la loi SRU et les PPRI. C'est extrêmement compliqué parce que d'un côté, vous avez une mission de politique sociale, moi, à laquelle je suis extrêmement attaché, et on sait tous que dès lors que vous allez toucher de près ou de loin à la loi SRU, et j'ai eu les débats dans le cadre de la loi Elan, à ce moment-là, vous avez un signal politique qui est envoyé. Et ce signal politique, pour moi, si il est de dire qu'on va vers un assouplissement de la loi SRU, c'est désastreux dans un moment où, globalement, on a un besoin de logements sociaux. Et donc, dans la loi Elan, on a eu à la fois cette fermeté très forte, à laquelle moi j'étais extrêmement attaché. Et on a eu tout de même quelques ouvertures. On peut rentrer dans le détail, c'est les communes, par exemple, franciliennes, qui avaient plus de 3500 habitants et qui n'avaient pas les mêmes critères que les autres, ou même des répartitions de la loi SRU au niveau des intercos. Mais à la fin des fins, moi je crois que surtout, c'est la loi SRU prévoit déjà des souplesses dans son application même, avec le rôle de nos préfets qui doit les prendre en compte de manière vraiment territoriale. Et cette spécificité territoriale, alors quand on prend cette fois-ci sur le volet risque et inondation, c'est encore plus compliqué parce que vous avez des engagements sur la protection des vies humaines. Mais en même temps, vous avez d'autres, à Charleville, vous avez mis en place des dispositifs d'habitat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de ces 2 exemples qui sont difficiles, où moi, SRU, j'ai vraiment une volonté de préserver l'ambition, tout en ayant conscience des conséquences que ça peut avoir, et sur le volet risque et inondation, j'ai une responsabilité propre, personnelle, de protéger nos citoyens, ça je pense que tout le monde le comprend. Je crois qu'il y a un énorme boulot de spécificité des politiques sur les territoires.
Et on a porté des choses qui avaient d'ailleurs déjà été engagées dans certains cas par le gouvernement précédent, que ce soit par Emmanuel Cos ou par d'ailleurs Emmanuel Macron quand on avait porté la loi croissance et activité, qui sont les permis de faire et les permis d'expérimenter, qui consiste à dire, et on l'a appliqué à la fois pour l'habitat et la construction, de dire en fait, nous, notre rôle, État, et moi je crois que c'est ça la logique, c'est de vous fixer l'objectif. C'est dire, on a une responsabilité qu'on fixe qui est d'accueillir des personnes dans des logements sociaux en fonction des demandes ou d'accueillir et de protéger les personnes, tout en sachant que ces exemples sont compliqués, ou de manière générale d'atteindre tels objectifs. À vous, après, d'adapter cela. On l'a fait aujourd'hui dans l'habitat, on est en train de finir sur la construction, on réécrit complètement le code de la construction. Avec les professionnels, on va arracher à partir de 2020 une page sur 4 du code de la construction. C'est un boulot massif qui a été fait. On ne simplifie pas, on réécrit complètement pour dire on fixe des objectifs et maintenant c'est les professionnels qui atteignent. Il faut aller encore plus loin et il faut même aller dans le volet d'un changement de la Constitution. Parce que l'expérimentation dont vous parlez, monsieur le maire, ce qui est dingue dans notre pays, c'est que la Constitution dit que si vous expérimentez, vous avez obligation de généraliser. Et ça, c'est la Constitution qui le dit. Et dans la réforme constitutionnelle qu'on a présentée il y a 2 jours en Conseil des ministres, on introduit cette possibilité du droit à la différenciation des territoires qui va permettre d'étendre justement ces expérimentations. Un exemple extrêmement clair, c'est aujourd'hui, vous avez des normes, par exemple, qui vont s'appliquer sur des territoires où vous mettez à la fois des normes sismiques et des normes cycloniques. Sauf que quand vous faites du sismique, c'est pour faire du matériel qui est plutôt meuble, et quand vous faites du cyclonique, c'est du matériel hyper dur. Vous imposez les 2 normes. À un moment, vous avez une confrontation qui devient dantesque. Bon, voilà. Et donc ça, c'est un premier point. Moi, vraiment, c'est une ligne de conduite que j'ai, de fixer l'objectif et de laisser aux professionnels ou aux élus les chemins pour y arriver. On l'a fait dans l'habitat, on finit dans la construction, et on est même en train de changer la Constitution pour le permettre. Après, il y a un deuxième sujet que le maire Ravignon met en avant, qui consiste en fait à dire, au-delà de la spécificité des politiques publiques, c'est dans quelle mesure les politiques, elles partent du territoire et pas depuis en haut. Et je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis de formation ingénieur agronome et des eaux et forêts. Je suis sorti d'école il y a 15 ans maintenant. Il y a 15 ans, le dernier rendez-vous d'un ingénieur du génie rural, c'était à 200 mètres de Matignon, dans un endroit qui s'appelait le Plan. Et là, vous arriviez dans un superbe bâtiment, des moulures, etc. Et vous aviez toujours un monsieur, jamais une femme, enfin un peu comme là, qui disait, voilà, carte à l'appui derrière, voilà l'aménagement de la France. Et qui vous expliquait. Et vous avez des séries de personnes qui ont été biberonnées à ça. C'est totalement délirant. On le sait bien. Quand vous voyez, mais y compris sur des opérations, moi, quand on vient m'appeler sur une opération de rénovation urbaine d'un projet qui a été construit à partir des années 70-75, c'est-à-dire 40 ans après, on vient vous voir en vous disant « faut rénover le truc », c'est qu'évidemment, il y a quelque chose une approche même qui n'a pas été bien faite. Et donc moi, le deuxième engagement, et la deuxième encre qu'on prend, c'est comment vous faites pour territorialiser les politiques et pas autre chose. Et 2 exemples, ce qu'on a fait avec Cœur de Ville. Non seulement on fait un choix politique, c'est de revitaliser les centres-villes avec ces villes secondaires. Premier choix politique. Mais deuxième choix politique, on dit, nous, on n'impose rien, on donne l'accompagnement, c'est les projets qui remontent des territoires. Et donc, sur les 250 villes, il n'y a pas une ville qui a le même projet l'une de l'autre, pas une. Le dispositif, deuxième exemple que je mets en place, de Normandie dans l'Ancien, on a dit, c'est un dispositif qui ne va pas être zoné. C'est-à-dire que ce n'est pas un dispositif sur le zonage B2, C, A, bis, etc. C'est un dispositif qui va dépendre des territoires. Vous êtes une ville cœur de ville, ça veut dire que vous êtes dans cette revitalisation. Automaticité, vous l'avez. Vous êtes une ville qui met en place une opération de revitalisation du territoire, ça veut dire que vous engagez. Automatiquement, vous avez le dispositif. Et enfin, on sort du tout zonage. La politique du zonage dans la politique du logement, c'est tout simplement dingue. Et donc, on essaie d'en sortir petit à petit. La difficulté, c'est qu'on a été biberonné à ça. Et effectivement, vous avez raison que Charleville-Mézières soit considérée comme une ville B2 par des modèles économiques faits par mon ministère. C'est 10 fois moins efficace que si, territorialement, on se dit
avec une fourchette très fine dans la dentelle, ben ici c'est très bien si c'est du B2, et puis là il faut plutôt mettre du C, là il faut mettre du A, mais que ce soit défini au niveau des territoires. Et là on est en train de faire une première expérimentation à partir de cette année, de 2020, on le fait voter dans le budget de cette année, d'arrêter le zonage, enfin plutôt de dire c'est au niveau de la région Bretagne que le zonage va être défini. On va voir si ça va marcher. Et moi, mon objectif, c'est d'aller vers ça, c'est de laisser au territoire la possibilité de définir dans la dentelle si à Charleville-Mézières, il faut le mettre ou pas. Quand Brest vient me voir en me disant « mais nous, on est en B2, c'est délirant », parce qu'en plus, ça veut dire qu'on voit des populations, des mouvements de population contraires aux dynamiques qui s'opèrent du fait d'une décision que vous avez décidée, vous. C'est délirant, ce n'est pas à moi de le faire. Et donc, on le fait en Bretagne cette année et on voudra l'étendre ensuite après. Et enfin, troisième élément, je n'y serai pas plus long, c'est ce que le maire Jarry met en avant, mais d'autres le faisaient. Moi, je crois que derrière tout ça, et c'est d'ailleurs l'intitulé de la table ronde, il y a une vraie question démocratique, profondément. Faire la ville, c'est faire société. Faire aménagement, c'est définir notre vie en commun. Et donc, on a une responsabilité, mais massive, là-dessus. Après, la question, c'est le rôle de l'État, des élus locaux et des opérateurs professionnels dans tout ça. Moi, je suis persuadé, mais j'y reviendrai tout à l'heure, moi, je suis persuadé qu'on peut tous tirer dans la même direction et que au-delà de l'exposé brillant du professeur Mouillard, moi, je pense que c'est peut-être trop simple de dire la faute est ici ou la faute est là. Je crois qu'il y a des choses qui sont très vraies, c'est que dans les politiques publiques, on ne se met pas suffisamment dans la position des uns ou des autres. C'est-à-dire que les politiques du logement, on a souvent oublié pourquoi telle personne prenait telle décision. Est-ce qu'on se met toujours à la place du maire quand on prend une décision de politique publique ? Ou inversement, mais Emmanuel Cos l'a vécu, quand vous êtes nommé ministre du Logement, la première chose qui se passe, c'est que vous avez une palanquée de personnes qui vient vous voir en vous disant « de toute manière, c'est la faute des maires », en disant « retirez-leur leur permis de construire ». Et puis après, vous avez toute une deuxième palanquée de personnes qui vient vous voir en disant « de toute manière, c'est de la faute des opérateurs parce que ça ne marche pas, parce qu'ils mettent trop de trucs. » Au début, ce qui est super, c'est qu'on ne vous dit pas que c'est de votre faute. Et après, on vous dit que c'est de votre faute. Moi, en tout cas, au début, on ne me disait pas que c'était de ma faute. Et puis voilà. Donc, l'histoire se répète. Moi, je suis persuadé, en revanche, que dans les politiques publiques, on ne s'est pas suffisamment mis à la place des maires. Ça, j'en suis convaincu. Et j'ai toujours dit, toujours, que la gouvernance ne pourrait jamais partir de la main des maires. C'est de la folie de croire, alors que c'est encore des idées qui sont véhiculées parfois, que les permis de construire pourraient sortir des mains des maires. Faire ville, c'est faire démocratie. Parce que c'est définir la société. Par contre, la question, c'est la décentralisation. Parce que c'est vrai que la question profonde, c'est est-ce que quand moi je vote pour un président de la République, je me dis que je vote pour ma politique du logement ? Ou est-ce que quand je vote pour un maire, je me dis je vote pour ma politique du logement ? Tout à l'heure, l'un de vous quatre disait cette question du logement sera au centre des élections municipales. Alors même qu'il y a plein d'outils dont vous ne disposez pas, si ce n'est l'acte final. Et donc la question, elle est profondément là. Ça fait que moi, je plaide beaucoup pour encore plus de décentralisation. Alors sous quelle forme ? C'est un vrai sujet. Et monsieur le maire de Charleville-Mézières, vous avez posé par exemple une question que moi j'ai posée il y a quelque temps. Je n'ai pas la réponse. Mais prenons par exemple les aides à la pierre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de délégations. Le président Dumont le sait bien. Il y a beaucoup de délégations des aides à la pierre. Mais allons vers une décentralisation totale des aides à la pierre pour faire les politiques de logements sociaux. Pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, si on fait ça, évidemment que ça ne peut se faire que s'il y a une délégation de la responsabilité sociale de cette politique, et notamment des DALO. Ce qui est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Parce que localement, vous ayez la responsabilité du DALO, il y a certains moi, j'ai compris une ouverture de votre côté, je pense qu'il y aura certains de vos collègues qui n'auront pas forcément la même ouverture. Et donc, ce sujet, il est extrêmement compliqué. Sur la rénovation énergétique des bâtiments, de la même manière. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il faut qu'on ait une direction, parce que c'est la pure direction démocratique à laquelle je suis la plus attaché, c'est spécificité dans nos politiques publiques, territorialisation et plus de décentralisation, quelle que soit sa forme, parce que la décision de nos concitoyens vis-à-vis du logement, elle se situe au niveau local. Moi, je crois beaucoup à ce que vous avez dit sur le volet interco, par exemple. Je pense qu'une politique de l'habitat, c'est de facto
beaucoup au niveau de l'interco. Et donc, il faut aller évidemment dans ce sens. Voilà quelques éléments de réaction par rapport à cette discussion très intéressante. Merci, Monsieur le Ministre. On vous retrouve tout à l'heure à Merci, la fin des messieurs. débats.